le système hospitalier est quand même tourné tout autour du système hospitalier. C'est-à-dire que quand vous avez un enfant qui vient dans un parcours de soins, il rentre dans un système. On n'a pas une prise en charge tournée autour de l'enfant, mais on a un hôpital dans lequel l'enfant tourne autour. On s'est rendu compte que quand même la prévalence de l'anxiété préopératoire, c'était 40 à 60% des enfants. Ça veut dire 4 à 6 enfants sur 10 présentent une anxiété qui dépasse ce qui est normalement entendable. Et ça entraîne quoi? Ça entraîne des scores de douleur plus élevés, des consommations dentalgiques plus importantes, parfois des consommations de morphine, qui fait que vous restez plus longtemps en salle de réveil, qui fait que finalement, on va vous hospitaliser alors qu'on aurait pu ne pas vous hospitaliser, et qui va entraîner d'autres troubles. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est que finalement, ça crée des troubles du comportement post-opératoire. Une étude de Ziv Kane avait montré qu'à 15 jours après l'intervention, 44% des enfants présentaient des troubles du comportement, à type de troubles de l'alimentation, de troubles du sommeil, ou voire de troubles régressifs. Ça pouvait aller jusqu'à l'énurésie, faire pipi au lit. Un enfant qui est anxieux, souvent, les parents vont être anxieux et on va retrouver des conséquences qui sont non négligeables. On va retrouver forcément les troubles organisationnels, c'est-à-dire oh, j'ai oublié l'autorisation de signer des deux parents, ah mince, j'ai oublié telle ou telle chose, pratiquement parlant. Mais toutes ces petites choses, mis bout à bout, vont entraîner un manque de fluidité dans le parcours de soins. Ça va ralentir, on va arriver au bloc opératoire en retard, ou alors il va nous falloir un petit peu plus de temps, on a oublié la prise de sang. Tous ces éléments organisationnels, mis bout à bout, entraînent bien souvent plein de petites ruptures qui font perdre, qui commencent à agacer le patient, qui commencent à agacer sa famille. Et donc, du coup, ça génère pas mal de problématiques. Premièrement, il faut en prendre conscience. Comment on en prend conscience? C'est qu'il faut mesurer. Il faut mesurer l'état d'anxiété, mais l'état de stress. Vous allez me dire, oui, mais comment on mesure ça concrètement? Mais prenez une EVA standard. Il y a 20 ans, on se posait la question de comment on mesurait la douleur concrètement. Et aujourd'hui, on fait la même chose pour l'anxiété. Prenez une EVA et posez-vous la question sur une échelle de 0 à 10. 0 étant je ne stresse pas à propos de la situation et 10, j'ai un stress qui est difficile à gérer pour moi. Où est-ce que situe votre stress? Et déjà là, ça vous donne un chiffre sur lequel vous pouvez vous baser et vous pouvez personnaliser les conseils. Ça, c'est la deuxième chose, c'est apporter des conseils. Souvent, vous allez voir que les gens vont vous poser des questions basiques, ils vont rester bloqués sur un détail de la prise en charge. À un moment donné, vous allez dire, mais il répète toujours la même chose ou il est bloqué. Parce que c'est dans le mécanisme, il y a un échelon qui est bloqué et qui va lui permettre finalement, grâce à votre solution, en parlant, etc., qui va lui permettre de passer à l'étape suivante. Et enfin, troisièmement, quand il y a des situations où on a des patients qui sont en anxiété démesurée parce que y a un trop-plein, parce qu'il y a un antécédent médical dans la famille qui fait que ça s'est mal passé, il faut orienter. Et ça, c'est vraiment les 3 clés. Le premier, mesurer. Le deuxième, c'est écouter et apporter des conseils. Le troisième, si on n'est pas compétent ou si on ne se sent pas l'âme, c'est d'orienter. Et ça, c'est très important.